tous. Donc après les présentations de Sylvie et de Claire, nous allons aborder maintenant les matières organiques sous un angle complètement différent, puisque les organisateurs de cette journée m'ont demandé de présenter dans leurs grandes lignes les méthodes de dosage du carbone organique et des matières organiques. Et nous allons très vite les balayer. On va commencer par la mesure du carbone organique par spectrométrie proche infrarouge. Donc c'est une méthode qui est normalisée sous le numéro NFEN ISO 17184. Alors très simplement, le principe c'est qu'on éclaire un échantillon avec une lumière infrarouge et on regarde le spectre qui est reflété par l'échantillon et sur la base d'une calibration qui est établie sur de nombreux points de ce spectre, on va essayer d'estimer la teneur en carbone. Clic. Alors, c'est une méthode qui présente quelques limites. La première, elle est connue et elle ne s'applique pas uniquement à la matrice Sol, c'est que c'est une technique qui n'est pas toujours très bien adaptée à des mesures de teneur faible. On l'a déjà plus ou moins dit sur la diapo précédente, c'est une technique qui nécessite un étalonnage préalable qui est un petit peu complexe à établir. Il faut de très nombreuses données obtenues au moyen d'une technique de référence. Et puis la complexité même de la matrice Sol rend cette étape un petit peu plus compliquée que pour d'autres matrices. Néanmoins, des travaux ont montré que cette méthode pouvait être pertinente à une échelle locale en intégrant une variabilité relativement réduite. Et elle a été utilisée de façon positive dans beaucoup de travaux de recherche. Suivante, s'il vous plaît. Deuxième méthode, la mesure de la matière organique par calcination. Alors, cette fois, on va mesurer directement le taux de matière organique. Cette méthode, elle est normalisée sous le numéro NFEN 15935. Elle s'applique au sol, mais pas uniquement, puisqu'elle s'applique aussi aux boues, aux déchets, aux biodéchets. Elle repose sur le principe de la calcination ou de la perte au feu, c'est-à-dire qu'on va chauffer à très haute température dans un four à moufle l'échantillon qui aura été pesé préalablement et on pourra comparer cette pesée initiale à la pesée qui sera faite après calcination et en déduire la quantité de matière qui est perdue. Suivant. Alors, les limites, c'est que dans le cas des sols, la perte au feu ne peut pas être assimilée à la perte de matière organique. Alors, évidemment, la grosse partie des pertes, c'est la matière organique, mais on a aussi un petit peu de perte d'humidité résiduelle si l'échantillon n'est pas convenablement séché. Et puis surtout, on a une perte d'une part importante et variable de l'eau de constitution des minéraux argileux, donc ça conduit à un biais qui est souvent un petit peu difficile à contourner. Suivant. Il est d'autant plus difficile à contourner qu'on doit en fait trouver un compromis entre la température suffisante pour oxyder tous les composés organiques et une température relativement basse pour éviter de perdre trop d'eau de constitution des minéraux argileux. Donc, voilà, la précision de cette méthode elle repose sur un choix d'une température de compromis. Et cette température de compromis n'élimine pas complètement les biais. Du coup, cette méthode est très peu utilisée en France. Suivant. Alors, je vais vous parler maintenant de la méthode Walkley-Black. À ma connaissance, elle n'est pas normalisée. Néanmoins, j'ai souhaité en parler parce que dans pas mal d'articles, dans pas mal de travaux scientifiques, on en parle. Surtout des travaux qui sont réalisés à l'étranger. C'est une méthode qui repose sur l'oxydation à froid des composés réducteurs du sol dans un milieu sulfochromique, c'est-à-dire un mélange d'acide sulfurique et de bichromate de potassium en excès. Les ions chrome 3+, qui sont formés présentent une coloration verte caractéristique et on peut mesurer facilement la teneur en carbone en mesurant cette coloration. Suivant. Alors, la limite de cette méthode, c'est son rendement. En fait, c'est une méthode qui se pratique à froid.
Du coup, le rendement de la méthode n'est pas constant et n'est pas égal à 100%. On voit en bas de la diapo qu'il s'établit entre 60 et 86% selon la littérature. Et donc, pour obtenir la teneur en carbone, on est obligé d'utiliser un coefficient de passage qui est une constante, donc qui ne reflète pas réellement les résultats obtenus par la méthode. Et puis il y a une deuxième petite limite, c'est elle n'est pas complètement spécifique du carbone, puisque il peut y avoir dans le sol d'autres composés minéraux réducteurs, tels que les ions chlore ou les ions fer de plus. Mais dans la majorité des situations agricoles, la présence de ces composés ne pose pas de problème et ne biaise pas de façon significative la méthode de dosage. Suivante. Alors, on arrive maintenant sur des méthodes d'analyse qui sont beaucoup plus partagées en France. On va parler de la méthode Hahn. En fait, la méthode Hahn, c'est à peu près la méthode Walkley-Black, sauf que cette fois, on va réaliser l'oxydation à chaud, à 135 degrés. Et du coup, le rendement de cette méthode est bien supérieur. Suivant. Les limites, c'est les mêmes en gros que celles pour la méthode Walkley-Black. On peut avoir dans le sol des composés réducteurs qui ne sont pas des composés organiques. Et puis, un petit rappel malgré tout que j'ai sauté sur la diapo précédente, c'est que le bichromate est un polluant très allergisant, donc qui pose des problèmes d'hygiène et de sécurité. Suivant. Une dernière méthode, le carbone organique par combustion sèche. Donc c'est une méthode qui est normalisée sous le numéro NF ISO 10694. Le principe en est assez simple. L'intégralité de l'échantillon est brûlée sous flux d'oxygène à des températures qui varient un petit peu en fonction des appareillages et des constructeurs. Les gaz de combustion sont traités, purifiés, et puis il y a un système propre à chaque type d'appareil qui permet de détecter et de quantifier le dioxyde de carbone produit. Donc cette mesure conduit à une teneur en carbone total. En agriculture et en agronomie, nous, ce qui nous intéresse, c'est le carbone organique en général. Donc il faut réussir à obtenir cette valeur. Pour ça, la norme prévoit deux solutions. La première, c'est qu'on peut calculer la teneur en carbone organique à partir de la teneur en carbone totale et de la teneur en carbonate des sols établie selon une autre norme, la NF ISO 10693, ou on peut mesurer directement après élimination préalable des carbonates par attaque acide la teneur en carbone organique. Suivant. Alors là, je vous ai ressorti un graphique qui est issu de travaux réalisés par Giovanni Caria et ses collègues du laboratoire d'analyse des sols d'Arras de l'INRA et qui ont été présentés lors des 8e rencontres de la fertilisation raisonnée en 2007. En abscisse, vous avez le carbone mesuré après décarbonatation par une attaque acide. En ordonnée, vous avez le carbone obtenu par calcul. Et on voit que ces deux méthodes d'analyse de carbone par analyse élémentaire fournissent des résultats relativement proches, avec peut-être un petit peu plus d'incertitude associée aux résultats obtenus par décarbonatation. Suivante. Alors les limites, cette technique n'est pas spécifique elle est spécifique du carbone, pardon, elle n'est pas spécifique du carbone organique. Et puis pour des sols présentant de fortes teneurs en carbonate, la précision des mesures, la fidélité en particulier, peut être un petit peu dégradée. Suivante. Alors, sur cette diapo, j'ai repris les données d'intercomparaison du BIPA, donc Bureau interprofessionnel d'études analytiques, qui organise des comparaisons entre laboratoires dans le cadre de l'agrément du ministère de l'Agriculture. Donc, j'ai pris les données entre janvier 2018 et février 2020. Chaque point orange
représente le lien entre la moyenne obtenue par tous les laboratoires pour le carbone organique par analyse élémentaire et le carbone selon la méthode Hahn. Donc, on n'a pas d'informations sur la méthode retenue pour l'analyse élémentaire. Ça peut être ou une méthode par décarbonatation ou une méthode par calcul. Donc, ce qu'on note sur ce graphique, c'est que pour des teneurs inférieures à 20 grammes par kilo, ben, tout se passe bien, voire très bien. C'est-à-dire que les deux méthodes fournissent des résultats tout à fait comparables. Par contre, pour des teneurs plus élevées en carbone, on voit qu'il y a un petit biais qui apparaît et que la méthode par analyse élémentaire donne en moyenne des résultats un petit peu plus élevés. Mais dans le même temps, on a des incertitudes qui sont un petit peu plus élevées pour la méthode par analyse élémentaire que la méthode par oxydation. Diapo suivante. Alors de nouveau, je suis allé chercher des données sur la présentation de Giovanni Caria. Cette fois, on va comparer le carbone décarbonaté, donc c'est selon une seule de ces deux techniques, au carbone sulfo, donc c'est-à-dire le carbone Hahn. On se rend compte que quand c'est réalisé dans le même laboratoire, dans les mêmes conditions, en prenant beaucoup de soins pour établir les résultats, ça se passe très bien, c'est-à-dire que les deux méthodes sont complètement équivalentes, même pour des teneurs relativement élevées en carbone. Diapo suivante. Donc là, c'est exactement le même graphique, mais cette fois, c'est le carbone par analyse élémentaire par calcul qui est en abscisse et qui est comparé en ordonnée au carbone Hahn. On arrive aux mêmes conclusions. Les deux méthodes peuvent être considérées comme équivalentes. Diapo suivante. Alors, je vous ai fait un petit tableau qui permet de résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La conclusion, alors je vous laisserai le regarder en détail, mais la conclusion, c'est que les deux méthodes les plus usitées dans les laboratoires de prestation de services français, c'est-à-dire le carbone selon la méthode Hahn et le carbone organique par combustion sèche ou par analyse élémentaire, hein, on utilise un petit peu les deux termes, sont les plus adaptés et fournissent d'une manière générale des résultats qui sont tout à fait comparables, voire équivalents dans la majorité des situations. Suivante. Alors pour le moment, on a surtout parlé d'analyse de carbone. Aujourd'hui, c'est une journée sur les matières organiques, donc quand on a la teneur en carbone, il faut calculer la teneur en matière organique avec un coefficient de passage. Ce coefficient de passage, il est cité dans la plupart des normes et ces normes sont assez souples sur la valeur de ce coefficient, puisque la NF ISO 10694 nous propose d'utiliser un coefficient compris entre 1,7 et 2, et la ISO 14235 un coefficient compris entre 1,7 et 2,5. Dans la pratique, c'est beaucoup moins variable, c'est-à-dire que beaucoup de laboratoires utilisent des coefficients compris entre 1,7 et 1,75, avec une valeur couramment admise qui est de 1,72. Et quelques laboratoires utilisent un coefficient égal à 2. Diapo suivante. Donc, je ne vais pas détailler complètement cette diapositive, je vais surtout vous inviter à aller lire le très bon article de Denis Bies que vous trouverez très facilement sur Internet et les références vous seront fournies sur cette diapo. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce coefficient d'1,72, il est très ancien puisqu'il aurait été établi au 19e siècle. Il a été plus ou moins confirmé par quelques travaux plus récents, mais des travaux qui sont beaucoup plus récents, plus précis, tendent à montrer que la valeur de ce coefficient serait sans doute beaucoup plus proche de 2 que de 1,72. Diapo suivante. Donc ça, c'est encore un tableau qui est issu de l'article de Denis Bèze. Vous verrez dans la colonne de droite les différents coefficients qui ont été établis par différents auteurs pour différents types de sols. On voit bien que les valeurs sont assez variables et en général beaucoup plus proches de 2 que de 1,72. Diapo suivante.
Alors au LDR, en 2013 et en 2016, on a mené deux petites études pour essayer de confirmer cette valeur. Donc on a comparé le carbone obtenu par oxydation avec la perte au feu réalisée à 480 degrés. On avait un panel d'échantillons on devait avoir 76 échantillons, donc qui étaient issus majoritairement, compte tenu de notre zone d'activité, du bassin parisien, mais qui venaient aussi du centre de la France et de Bretagne. Et on se rend compte que la pente qui relie ces deux méthodes d'analyse, elle est proche de 2. Par contre, comme on s'y attendait, on a un biais qui est très important, qui est de l'ordre de 17,3 grammes par kilo. Alors, diapo suivante. Sur la base de ces données, on peut s'amuser à calculer un petit modèle empirique avec une correction liée à la teneur en argile. Si on fait cette manip, on aboutit à un modèle qui tiendrait compte d'une pente de 1,92 appliquée au carbone organique pour calculer la perte au feu par calcination. Donc ça confirme un petit peu le tableau publié par Denis Bèze. On est sur des valeurs qui sont sans doute un petit peu en dessous de 2, mais proches de 2, et qui sont sans doute variables en fonction du type de sol et de l'usage des sols. Diapo suivante. Donc en conclusion, ben, le plus pertinent, c'est chaque fois qu'on le peut, de faire référence à la teneur en carbone organique et de plutôt réserver les teneurs en matière organique à en fait, à un affichage, mais pas forcément tenir compte de ces teneurs dans des raisonnements ou dans des calculs scientifiques. Diapo suivante. Alors, une fois qu'on a parlé de la mesure de la matière organique, je vais glisser quelques mots sur son interprétation. Donc, pendant longtemps, on a imaginé qu'il existait une option idéale et que sur la base des faits supposés de la matière organique, on pouvait déclarer comme favorables les situations qui permettaient d'atteindre un niveau satisfaisant des propriétés des comportements du sol. Et je mets entre parenthèses principalement physique, parce que c'était surtout sur ces aspects-là qu'on raisonnait. Ce niveau satisfaisant, il était défini en fonction de nombreuses variables, texture, pratique culturelle, climat, j'en passe. Par contre, il y a un point qui est important de mon point de vue, c'est que la nature des propriétés qu'il faut privilégier peut varier en fonction de la texture. On n'aura pas le même raisonnement sur un sol sableux, où on privilégiera peut-être la CEC ou la rétention en eau, que sur un sol plus limoneux, où là on va plutôt s'attacher à optimiser la stabilité structurale, voire de sol argileux, où on parlera plus de cohésion, d'adhésivité. Diapo suivante. Alors, faute d'atteindre un idéal, on se contente souvent dans la pratique d'une option réaliste, c'est-à-dire que dans un contexte régional donné pour un système de production, il est possible d'établir des critères de diagnostic qui correspondent au champ des possibles dans la situation étudiée, mais ce diagnostic ne conduit pas toujours de façon simple à un conseil, et c'est un petit peu ce qui manque aujourd'hui. Alors, on pourrait imaginer une solution. C'est sur la base d'un modèle tel que le modèle AMG. C'est de modéliser des pratiques culturelles variées et de prédire leurs conséquences quant au stock de carbone et aux teneurs qui en découlent. Je fais quand même une remarque, c'est que des modèles comme AMG se basent quand même beaucoup sur un stock et non pas sur une teneur. Donc, pour mesurer un stock, il ne suffit pas de faire une analyse, il faut aussi la faire sur un volume connu et en essayant de limiter les biais liés à la profondeur de prélèvement. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est de faire un prélèvement relativement profond sur des profondeurs qui seraient stables dans le temps. On peut imaginer que 30 cm est une profondeur suffisante, puisque c'est en général en dessous du labour le plus profond. Diapositive suivante.
Et pour l'avenir, il y a des pistes d'amélioration. C'est le recours à des indicateurs un petit peu différents qui permettraient d'approcher la dynamique du carbone dans le sol et à minima de qualifier une part des phénomènes biologiques qui y contribuent. Et ce sera le sujet d'une autre présentation dans la matinée. Diapo suivante. Et voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai tenu le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup François. Bon, tu as un petit peu dépassé, mais bon, ça,